Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique. Au programme de ce numéro, on va parler du salarié. Peut-il refuser un ordre de son supérieur hiérarchique? Avec Juliette Ferret, associée d'Abeille Avocat, ce sera dans quelques instants. On parlera ensuite du règlement MICA. Quels sont les enjeux? Que faut-il en retenir? Avec Pierre-Emmanuel Froger, console chez BCLP. Et enfin, on parlera de médiation dans les contentieux informatiques avec Elsa Rodriguez, associée chez Le Reims. Voilà pour les titres, c'est parti pour Lex Inside. Un salarié peut-il refuser d'exécuter un ordre? On en parle tout de suite avec mon invitée, Juliette Ferret, associée chez Abeille Avocat. Juliette, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors nous allons nous intéresser à la question de savoir si un salarié peut refuser un ordre. Mais avant toute chose, pouvez-vous revenir sur le lien de subordination entre un employeur et un salarié? Bien sûr Arnaud. Alors le lien de subordination entre un employeur et son salarié, c'est le lien qui existe par le contrat de travail. Le contrat de travail, c'est un contrat qui est assez spécifique puisque ce lien de subordination, on ne le retrouve pas par exemple dans des contrats de prestation de services. Et c'est le lien qui permet à l'employeur de disposer d'un pouvoir sur son salarié, de plusieurs pouvoirs même, la contrepartie étant le paiement d'une rémunération. Alors vous évoquez justement les pouvoirs dont dispose l'employeur. Quels sont ces différents pouvoirs dans le cadre du lien de subordination? Alors, l'employeur dispose de 3 pouvoirs. Le premier pouvoir, c'est le pouvoir de direction. C'est le pouvoir qui lui permet de donner des directives à son salarié, de lui donner des tâches à exécuter. Le deuxième pouvoir, c'est le pouvoir de contrôle, c'est-à-dire que l'employeur a la possibilité de contrôler les tâches et la bonne exécution des tâches qui lui sont communiquées, qu'on lui demande d'exécuter. Et le troisième pouvoir, c'est le pouvoir de sanction. L'employeur a bien entendu la possibilité de sanctionner le salarié qui n'exécuterait pas ses tâches ou qui les exécuterait de manière incorrecte. Alors maintenant qu'on a vu le lien hiérarchique entre l'employeur, le salarié, les différents pouvoirs de l'employeur, en principe, est-ce qu'un salarié doit obéir aux ordres de son supérieur? Alors, en principe, oui, compte tenu de ce lien de subordination, sous peine de se faire sanctionner. Toutefois, il y a quand même des limites, puisque ce lien de subordination s'inscrit dans le contrat de travail, donc tout ce qui serait extérieur à ce contrat de travail ne constituerait pas un ordre légitime. Alors comment le salarié peut-il savoir si un ordre est en lien avec le pouvoir hiérarchique de son supérieur ou si ça ne l'est pas et qu'il est en droit, par exemple, de ne pas obéir? Alors, déjà, le salarié peut regarder dans son contrat de travail, il peut regarder éventuellement dans sa fiche de poste s'il en a une, ce qui lui permettra de vérifier quelles sont Ses obligations? l'étendue de ses fonctions, exactement, de ses obligations. Le salarié peut également regarder les normes de l'entreprise qui lui permettront de voir si il a adopté un comportement déviant ou qui ne serait pas conforme à la relation contractuelle. Alors on voit que le lien de subordination existe dans les limites du contrat de travail. Pouvez-vous nous expliquer et nous donner des exemples concrets dans le cas où le salarié pourrait légitimement ne pas obéir à un ordre qu'on lui donne? Alors un salarié pourrait refuser un ordre de la part de son employeur si cet ordre, par exemple, n'est pas conforme à ses fonctions ou à ses compétences. Ça constituerait dans ce cas-là une modification de son contrat de travail. Par exemple, un employeur qui donnerait un ordre à la chargée de com d'exécuter des fonctions relatives à un contrôleur de gestion ne serait, serait légitime plutôt à refuser d'exécuter un tel ordre. Alors, autre cas de figure, dans quelle situation un employeur pourrait-il considérer comme ne respectant pas ses obligations? Dans quel cas il ne respecte pas ses obligations? L'employeur a plusieurs obligations et le fait de ne pas respecter certaines de ses obligations
peut permettre aux salariés de refuser légitimement d'exécuter ses missions. Par exemple, un employeur doit payer les salaires, c'est-à-dire qu'il doit rémunérer son salarié. Et un salarié peut légitimement refuser d'exécuter ses fonctions si il n'est pas rémunéré pour cela. On a également une obligation de sécurité qui incombe à l'employeur. Le salarié pourrait exercer son droit de retrait s'il se considère dans une situation de danger imminent, par exemple, de danger pour sa vie. Alors un cas qui peut être intéressant, si un salarié refuse d'exécuter un ordre qu'il juge illégitime, quel risque encourt-il s'il s'avère que son refus n'était pas justifié? Le refus d'exécuter un ordre qui serait légitime peut être sanctionné par l'employeur. En principe, dans les entreprises qui ont plus de 11 salariés, on a un règlement intérieur qui prévoit une échelle des sanctions. Les sanctions vont en général de l'avertissement jusqu'au licenciement pour faute grave. Et l'employeur aura donc la possibilité d'engager une procédure disciplinaire et en fonction de la gravité de la faute, pourra sanctionner le salarié. Alors, comment un employeur peut-il s'assurer que ses ordres sont légitimes et respectent le cadre légal? D'abord en s'informant sur les dispositions légales et conventionnelles qu'il est tenu d'appliquer. Ensuite, lorsqu'il donne un ordre à un de ses salariés, il peut bien évidemment vérifier dans son contrat de travail et éventuellement la fiche de poste si elle existe, si cet ordre est conforme aux fonctions du salarié. Et un conseil qu'on a l'habitude de donner à nos clients, c'est de s'assurer en fait qu'il y a une bonne communication avec le salarié, c'est-à-dire que l'ordre est clair et précis et qu'il a bien été compris par le salarié, ce qui permet d'éviter des situations d'incompréhension et de confusion. Comment la jurisprudence en général traite le type de litige quand ça arrive en contentieux? Quel regard porte la jurisprudence sur ces rapports entre salariés qui refusent d'exécuter un ordre de l'employeur? Alors, la jurisprudence a tendance à d'abord examiner effectivement le contrat de travail et les bornes finalement de la relation contractuelle. Est-ce qu'il y a une fiche de poste? Quelles sont les fonctions effectivement exercées par le salarié pour déterminer si oui ou non l'ordre est légitime ou non? La jurisprudence regarde également les obligations qui incombent à l'employeur. Est-ce qu'elles ont été respectées ou non? Et en fonction, la décision sera prise par la juridiction. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci Arnaud. On va s'intéresser au règlement européen sur les marchés de crypto-actifs avec mon invité Pierre-Emmanuel Froger, consul chez BCLP. Pierre-Emmanuel, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, on va s'intéresser au règlement européen MiCA sur les marchés de crypto-actifs. Quel est l'objectif de ce règlement? Alors, pour l'historique, le règlement MiCA a comme origine une proposition de la Commission européenne de 2020 dans le cadre de l'établissement de la stratégie européenne de finances numériques. Et c'est un règlement qui est entré en vigueur le 29 juin 2023. Alors, comme objectif, on en distingue deux principaux, qui sont le premier, de réguler un secteur qui a avec lui une petite odeur de soufre, c'est-à-dire que c'est un secteur innovant dans lequel on a eu quand même beaucoup de scandales récemment. Donc, le premier objectif, c'est de réguler et de sécuriser ce marché, notamment pour protéger les consommateurs. Donc, c'est le premier objectif. Et le second objectif, c'est de donner à ce secteur justement un coup d'accélérateur pour l'innovation et permettre l'émergence de géants européens et permettre à ce marché d'évoluer. Donc cet objectif-là, il passe par la création d'un passeport européen en application des principes de liberté de service et de liberté d'établissement que l'on connaît. Alors, on va aller au cœur de ce règlement pour bien comprendre son impact. Quelles sont les règles qui sont mises en œuvre? Alors, avant de mettre en place des règles, le règlement donne déjà des définitions. Alors, c'est une bonne chose parce que c'est nécessaire de définir avant de poser des règles.
Donc, déjà, ça donne une définition de ce qu'est un cryptoactif. Donc, un cryptoactif, c'est une représentation d'une valeur ou d'un actif sous une forme dématérialisée qui peut être stocké ou transféré de manière électronique par la technologie des registres distribués ou une technologie similaire. Donc, déjà, ça pose la définition de ce qu'est un cryptoactif. Ça pose aussi la définition de ce que n'est pas un cryptoactif. Donc, on parle souvent de crypto-monnaie. Un cryptoactif n'est pas une monnaie, justement. Donc ça, c'est un point aussi à avoir en tête. C'est quoi la principale différence pour bien comprendre? Alors, une monnaie, en fait, est adossée à une autorité centrale, donc comme la Banque centrale européenne pour l'euro, alors qu'un cryptoactif, justement, n'est pas adossé à une autorité et est émise sans autorité de référence. Donc la différence est vraiment là. Après, la différence, elle se fait aussi d'un point de vue technologique. Donc, on voit que le sous-jacent des cryptoactifs vient définir ce qu'est un cryptoactif, donc la technologie blockchain ou celle des registres distribués. Donc, une fois qu'on a défini ce qu'était un cryptoactif, on a deux gros blocs dans le règlement MiCA. Il y a une définition de ce que constitue un jeton. Donc, on catégorise trois types de cryptoactifs. Donc, rapidement, on a des jetons de monnaie électronique. On a les jetons se référant à un actif et on a les autres jetons, une troisième catégorie qui est un peu fourre-tout, les jetons dits utilitaires. Donc, MiCA pose des règles pour l'émission de ce type de cryptoactifs. Notamment, les émetteurs doivent publier un livre blanc. Donc, ce n'est pas sans rappeler le prospectus que les établissements financiers doivent émettre pour distribuer des actifs financiers. Et certains de ces jetons-là, notamment les jetons se référant à des actifs ou les jetons de monnaie électronique, sont soumis à un agrément de l'ACPR. Donc ça, c'est le premier bloc, c'est les cryptoactifs. Et ensuite, on a une autre partie du règlement MiCA sur les prestataires qui rendent des services autour de ces cryptoactifs. Alors, qu'est-ce qu'il dit, le règlement, sur ces prestataires? Alors déjà, il en définit 10 catégories. Donc, c'est 10 types de services que les prestataires peuvent rendre autour du cryptoactif. Donc, rapidement, on va avoir la conservation des cryptoactifs, les services de conseil en investissement en cryptoactifs, les services de création de plateformes d'échange de cryptoactifs. Et de la même façon, le règlement pose des règles sur voilà, les conditions et les obligations que doivent respecter ces prestataires. Alors, c'est des obligations, on va dire, techniques, des obligations commerciales, mais aussi des obligations de moralité. Le règlement pose des obligations pour les actionnaires ou pour les membres de direction de ces prestataires qui doivent montrer patte blanche et donc démontrer toute honorabilité. Donc c'est les principales règles, donc c'est ces règles d'agrément pour l'émission de jetons et pour les prestataires de services. Alors, quand on a des règles, on a aussi des autorités de surveillance. Donc le règlement désigne deux autorités européennes, qui sont donc l'autorité bancaire européenne et l'autorité européenne des marchés financiers, et des autorités compétentes au niveau national. Et donc pour la France, on les connaît, ce sont l'AMF et l'ACPR qui sont désignés. Alors, qui dit autorité de surveillance, dit aussi sanctions. Bien sûr. Voilà, le règlement pose certaines sanctions. Quel type de sanctions, pour bien comprendre? Alors, c'est un très vaste choix de sanctions qui est mis à disposition des autorités. Donc, on a des sanctions, on va dire, pratiques qui permettent de mettre un terme ou de donner des indications aux prestataires dans la réalisation de leur activité. Donc, des retraits d'agrément, des injonctions de modification d'activité. Et vous avez les sanctions dont raffole le droit européen, c'est-à-dire les amendes, qui sont dans le cas de MiCA plutôt dissuasives, puisqu'on peut monter jusqu'à 15 millions d'euros d'amende ou jusqu'à 15% du chiffre d'affaires réalisé. Donc c'est assez significatif. C'est assez significatif et assez dissuasif. Et on a un autre type d'amende qui est calculé sur le montant retiré par le prestataire de l'infraction. Donc voilà, le crime ne devrait pas payer normalement. Alors, on voit que ce règlement pose un cadre sur les marchés de crypto-actifs. On voit que des sanctions qui peuvent être lourdes en cas de non-respect des obligations. Quelles difficultés rencontrent les acteurs du secteur? Une des premières difficultés, c'est un calendrier assez serré, en fait, pour mettre en place toutes ces nouvelles règles. On est, comme je disais, sur un secteur qui est innovant, donc avec des nouveaux entrants, des nouvelles sociétés qui doivent
détenir un agrément dans un calendrier très serré. Pour rappel, le calendrier, donc MiCA est entré en vigueur en juin 2023 et on a une première partie de ces dispositions qui sont rentrées en application en juin 2024, donc un an après. Et à la fin de l'année, en décembre 2024, vous avez l'autre partie des dispositions qui vont rentrer en vigueur. Donc, en l'espace de 18 mois, les nouveaux entrants, les nouveaux acteurs doivent s'être conformés à des règles, comme on a vu, assez strictes. Oui, c'est un calendrier en plus très serré et des règles très strictes. Exactement. Alors, il y a une petite particularité, c'est la possibilité pour les États de mettre en place une période transitoire. Donc, on appelle ça la clause du grand-père, pour en fait permettre aux acteurs qui ont déjà un agrément sous le régime national de continuer à poursuivre leur activité, alors, avec une durée de 18 mois de plus. Donc ça nous amène en juillet 2026, date à laquelle tout opérateur devra bénéficier d'un agrément pour opérer en Europe. D'accord. Donc, à cette échéance-là, il y aura plus de période transitoire. Il faudra vraiment Exactement. exécuter les obligations telles que décrites par le règlement. Exactement. Alors, une autre difficulté que rencontrent les acteurs, c'est toujours une question qui fait une disparité entre les entrants sur le marché et les entités institutionnelles qu'on connaît, donc les banques qui existent déjà. De quelle manière? C'est le coût, en fait, de cette mise en conformité, donc d'obtention d'un agrément. Donc, un agrément, c'est des formalités, c'est une procédure assez lourde. Donc, déjà, obtenir l'agrément, ça coûte de l'argent, c'est un investissement. Il y a la détention et le maintien de l'agrément aussi qui coûte énormément d'argent parce qu'il y a des obligations très lourdes auxquelles doivent répondre les opérateurs, D'accord. notamment du contrôle interne, des procédures de lutte contre le blanchiment d'argent. Donc, ce sont des procédures et des processus à mettre en œuvre. Donc, c'est un investissement aussi. Et donc, on voit qu'il y a on va dire une concurrence entre les jeunes entrants qui ont du mal à bénéficier de cet investissement-là et les banques qui, elles, en plus, sont dispensées d'obtenir un agrément parce qu'elles sont déjà soumises à un régime prudentiel Bien sûr. restrictif. Donc, vous avez voilà, un investissement et un calendrier serré pour les jeunes entrants, tandis que les banques établies, elles, sont déjà, on va dire, en conformité avec le règlement. Alors justement, essayons de nous pencher vers l'avenir, nous tourner vers l'avenir. Comment on peut imaginer l'évolution de ce secteur des cryptoactifs avec les difficultés que vous venez d'évoquer? Alors, je pense que déjà, dès janvier 2025, on va avoir un état des lieux du marché avec une sélection entre les jeunes acteurs qui n'auront pas pu obtenir l'agrément ou qui n'auront pas eu assez d'investissement pour l'obtenir. Donc, on va avoir un marché assaini, je pense, en janvier 2025. On a aussi une question qui se pose de façon importante, c'est une concurrence entre l'Europe, donc, qui met en place ce règlement, et le reste du monde. Et donc cette question pose des problèmes, notamment pour les acteurs étrangers qui se posent la question de savoir si ces contraintes ne sont pas trop importantes et si il est de leur intérêt d'opérer en Europe. Donc on a certains acteurs assez importants sur le marché des cryptos qui ont déjà émis leur intention de ne pas opérer en Europe. Donc ça peut créer une certaine disparité, c'est-à-dire que les consommateurs européens n'auront pas accès à des produits offerts dans le reste du monde du fait du caractère très restrictif de MiCA. Donc ça, c'est un effet, on va dire... ça crée des distorsions de concurrence quelque part? C'est ça, et surtout un accès du consommateur qui est limité à certains produits, et certains produits américains qui ne veulent pas opérer en Europe. Donc ça, c'est une distorsion, on va dire, au niveau international. Et en interne, sur le marché, on a une sorte de forum shopping aussi entre les acteurs qui décident soit de chercher l'agrément en France, soit certains qui considèrent qu'il serait plus facile d'obtenir l'agrément dans d'autres pays d'Europe. Donc on a certains acteurs qui considèrent que c'est plus simple et moins cher de chercher l'agrément dans un autre pays d'Europe. Alors il y a aussi un autre sujet qui est important et qui, je pense, va revenir très rapidement, c'est l'impact écologique des cryptoactifs donc l'impact des cryptoactifs sur l'écologie. Donc c'est un critère déjà qui est pris en compte et tous les prestataires de services doivent en tenir compte. On sait que les cryptoactifs sont très énergivores.
Il y a eu beaucoup de débats sur l'interdiction ou l'autorisation de certains systèmes de consensus qui consomment énormément d'énergie. Donc je pense que rapidement, ça va devenir une C'est un question, enjeu à venir très important. un enjeu à venir, effectivement. On va terminer là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci Arnaud. On poursuit ce Lex Inside et on va parler médiation dans les contentieux informatiques avec mon invitée Elsa Rodriguez, associée chez Lerins. Elsa Rodriguez, bonjour. Bonjour. La médiation dans les contentieux informatiques, ça peut être un outil particulièrement efficace et pertinent. On va voir tout cela ensemble. Quels sont les avantages de la médiation en amont dans les contentieux informatiques d'une procédure judiciaire classique? Alors, ils sont nombreux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les projets informatiques se soldent à 75% des cas par un échec, soit ressenti, soit avéré. Or, nous sommes dans une société de digitalisation des entreprises qui les appelle à se doter de plus en plus de ce type d'outils pour répondre à un besoin de marché. Donc, mécaniquement, vous avez une augmentation des contentieux informatiques avec une procédure judiciaire classique qui ne répond pas aux besoins spécifiques de ce contentieux, puisque c'est un contentieux qui va être lourd et fastidieux, déjà d'une part, puisque vous avez des sujets techniques très complexes qui appellent l'intervention d'experts notamment. Alors, vous avez des contentieux judiciaires avec 1, 2, 3, 4 experts, que ce soit des experts de partie, des experts judiciaires. Donc, cela représente un coût et cela représente des délais très importants. Donc, c'est déjà un premier écueil. Mais vous avez aussi de nombreuses incertitudes dans les procédures judiciaires, puisque aujourd'hui, les magistrats sont contraints par le droit et vont essayer d'appliquer des régimes juridiques, parfois pas adaptés aux situations rencontrées. Alors, on se retrouve avec des décisions parfois un peu au jugement de Salomon, parce qu'on se rend compte que le magistrat essaie de prendre en compte l'investissement du prestataire, mais aussi les besoins du client, des projets qui ont duré des années avec un échec. Au final, ce n'est pas satisfaisant. Et vous avez un problème d'exposition. C'est-à-dire que l'entreprise prestataire informatique se retrouve avec des jugements dans lesquels il peut être noté un dysfonctionnement d'un outil, qui peut-être ne sera pas très grave, mais qui en termes d'exposition marché, dans un marché extrêmement compétitif, peut Pour être la dramatique. réputation, c'est un... Exactement. Alors, on a des outils, on a la médiation. La médiation est le premier de ces outils pour répondre à ces écueils. Pourquoi ? La médiation, tout d'abord, il faut savoir que c'est un processus qui appelle à la confidentialité. Tout ce qui se dit en médiation reste en médiation. C'est très important. Et par ce biais-là, vous avez une certaine liberté de parole et liberté d'action. D'accord. La médiation, c'est aussi des délais courts. Une médiation, ça va durer quelques mois, ça ne durera pas quelques années. Un contentieux judiciaire, en matière informatique, ce sont plusieurs années, voire des dizaines d'années si vous avez des recours en appel, en cassation. Et puis, c'est aussi un coût maîtrisé. La médiation, c'est payer un médiateur. Le médiateur, vous le payez généralement au temps passé et vous répartissez les coûts entre les deux parties, ce qui limite significativement aussi la charge financière de ce type de procédure. Et enfin, les parties gardent la maîtrise totale du sujet et elles construisent leur solution qui ne sera pas nécessairement une solution que juridique. Elles vont pouvoir préserver leur relation d'affaires, leur réputation et leur avenir. Pour toutes ces raisons, on appelle à la médiation dans le cadre de ce type de contentieux qui est extrêmement lourd et fastidieux au judiciaire. Alors, on vient de voir ensemble les avantages de la médiation dans les contentieux informatiques. Comment les parties peuvent-elles initier une procédure de médiation? Alors, c'est très simple. Initier une procédure de médiation, c'est saisir un médiateur. Donc, soit les parties s'accordent sur le nom d'un médiateur et elles vont simplement le contacter et lui s'occupera des formalités pour mettre en œuvre la médiation. Si ce n'est pas le cas, il existe en France de nombreux instituts, des institutions de médiation qui ont des médiateurs et proposent des listes de médiateurs avec des médiateurs spécialisés dans certains domaines, notamment celui de l'informatique. Et donc, les parties peuvent solliciter un médiateur avec leurs propres critères pour lancer la médiation. Et je précise qu'en matière informatique, il est extrêmement précieux de recourir à ce que nous appelons la médiation de projet. D'accord. Cette médiation, c'est une médiation préventive, c'est-à-dire que vous allez la diligenter en amont d'un contentieux pour prévenir le contentieux. Et dans ce type de projets qui sont des projets très longs, généralement très évolutifs, cela vous permet de solliciter un médiateur qui interviendra dans la construction du projet avec les équipes des deux parties, que ce soit du prestataire ou du client, pour les accompagner dans leurs réunions, identifier très en amont des sujets et permettre de les régler en amont avec eux. L'exemple type, le calendrier qui dérape, personne ne dit rien, on veut surtout pas, on met ça sous le tapis. Le médiateur va pouvoir de façon constructive
le traiter dès l'origine et éviter l'échec du projet dû à cette situation qui, à l'origine, pouvait être maîtrisée. Voilà, donc on saisit le médiateur le plus tôt possible, on appelle une institution et le reste suivra. Donc, réagir vite. Oui. Un autre cas qui peut être intéressant pour nos téléspectateurs, une clause de médiation insérée dans un contrat peut-elle aider à prévenir un litige? Oui, sans aucun doute. Pourquoi? Déjà parce que vous avez réglé le premier sujet, c'est de faire accepter le principe de la médiation, de l'évoquer. Ça a été déjà fait au stade du contrat. Et puis aussi parce que vous avez potentiellement déjà encadré un petit peu votre médiation, notamment en choisissant l'institution à laquelle vous allez recourir. Peut-être aussi les délais ou le fonctionnement de votre médiation. Donc vous gagnez énormément de temps et vous le faites dans un contexte apaisé, puisque lorsque le contentieux est déjà là, les relations sont plus compliquées et donc vous épargnez tous ces échanges un petit peu fastidieux. Et j'ajouterais qu'il est à mon sens indispensable d'avoir ce type de clause dans les contrats que j'appelle IT, informatique. D'accord. Parce que précisément ces contrats à l'origine sont parfois un petit peu lapidaires, on ne sait pas exactement ce qu'on veut, les spécifications techniques sont très limitées, on va annexer un cahier des charges assez limité, mais cela va évoluer, les besoins clients évoluent, le projet évolue, parfois ce sont des projets qui durent des années. Et donc le principe que les parties dès le départ aient envisagé ces évolutions et être accompagnées dans ces évolutions en cas de litige, mais pas que, notamment avec une clause de médiation de projet, va leur faciliter la vie et va leur permettre de donner les meilleures chances de succès. Ça permet d'anticiper des situations. Tout à fait. Alors, venons maintenant à un autre cas. On a vu la procédure en amont d'une procédure judiciaire, la médiation. Dans quel cas la médiation peut intervenir en cours de procédure? Alors, dans tous les cas, la médiation, c'est à tout moment. Les avantages seront un petit peu variés, mais toujours est-il que l'objectif poursuivi, c'est de mettre un terme à un litige. Alors effectivement, si on a pu le faire en amont, tant mieux, mais si ce n'est pas le cas, il n'est jamais trop tard. Si la procédure est déjà enclenchée, on se retrouve néanmoins, comme on l'expliquait, dans des contentieux très lourds et très fastidieux. Par conséquent, si on arrive à mettre en place une médiation en cours de route, on peut s'épargner le reste de la procédure. D'accord. On peut s'épargner un jugement désagréable et on peut s'épargner tous les recours qui arriveront derrière. Et cette médiation peut intervenir à l'initiative du juge ou des parties. Il faut savoir aujourd'hui que les juridictions, et certaines d'entre elles de manière automatique, vont proposer la médiation aux parties dès l'ouverture du dossier. Mais on a aussi des cas, et je l'ai subi récemment, d'un magistrat qui, le jour de son délibéré, au lieu de rendre sa décision, a invité les parties à entrer en médiation. D'accord. Donc tout est possible et il faut l'utiliser. Et les parties peuvent très bien aussi dire au juge « je souhaiterais suspendre ma procédure, nous allons mettre en place une médiation conventionnelle ». Le juge sera ravi de laisser cette opportunité pour que les parties permettent de trouver une issue amiable à leur litige. Alors, vous évoquez la médiation conventionnelle, elle peut être aussi judiciaire, comme on l'a vu. Quelles sont les différences entre ces deux types de médiation? Alors, elle garde un tronc commun. Le principe de la médiation reste le même. C'est un environnement qui appartient aux parties, qui vont lui permettre de dialoguer, de construire une solution ensemble. Et ça reste commun à tous les types de médiation. La médiation judiciaire aura une présence évidemment plus importante du juge, puisque c'est lui qui va l'ordonner et qui va l'encadrer, il va suivre cette médiation. Donc il sera informé de la conduite de la médiation, pas de son contenu, puisque les réunions restent confidentielles dans tous les cas, et de l'issue, s'il y a un accord ou pas. La différence majeure, je dirais, entre les deux systèmes, ce sera d'une part les délais, puisque la médiation judiciaire est encadrée dans des délais stricts, 3-6 mois, alors que la médiation conventionnelle reste à la liberté des parties. Et aussi des nouveautés procédurales, puisqu'on avance petit à petit. Et aujourd'hui, par exemple, dans le cadre d'une procédure d'appel, les délais pour conclure, qui sont des délais impératifs, vont être interrompus par une médiation judiciaire, mais ne le seront pas par une médiation conventionnelle. Donc l'impact peut être aussi très important. Il y a une question stratégique pour les parties. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.